Bonjour à tous, capsule juridique numéro 236 du 7 janvier 2025. Je vais vous parler de la Suisse, de l'Espagne, de la France et de la Belgique. En Suisse, l'avocat Philippe Cruz avait déposé en février 2024 une plainte contre Swissmedic. Je vous avais parlé de cette plainte en détail dans ma capsule 202 le 31 mars 2024 et je remets le lien de cette capsule sous celle d'aujourd'hui. Il s'agissait d'une volumineuse plainte de 450 pages, annexes comprises. L'objet était bien sûr des injections Covid, jugées dangereuses et malgré tout promues par Swissmedic, qui est l'administration suisse de la santé. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que l'avocat Philippe Cruz vient de diffuser un courrier informant de l'avancée de cette procédure. J'en mets aussi le lien sous ma capsule. Le document a notamment circulé sur Telegram. Maître Cruz apporte certaines précisions que je vous lis telles qu'elles sont formulées dans le courrier qui a été diffusé au départ en allemand, puis traduit par Vive Publication notamment, qui est l'une des traductrices sur Telegram. Je cite. Le parquet fédéral accepte le principe de sa compétence dans cette affaire pénale, dans la mesure où il s'agit de l'infraction de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques. L'implication du ministère public de la Confédération était l'un des principaux objectifs de la version 2.0 de la plainte. Par conséquent, nous avions mis en évidence cette infraction, c'est-à-dire les preuves de la fausse information systématique par Swissmedic dans la version 2 de la plainte et l'exposé des motifs de manière encore plus approfondie que dans la version 1. Le parquet du canton de Berne avait déjà établi sa compétence pour traiter les autres infractions de la loi sur les produits thérapeutiques, entre autres en ce qui concerne l'accusation d'autorisation illégale de produits par Swissmedic. Fin de citation. Outre ces deux premières informations, il précise également que les autorités judiciaires se sont concertées et ont décidé de centraliser la procédure devant le parquet du canton de Berne pour l'ensemble des accusations contre Swissmedic, à savoir, comme le rappelle Maître Cruz, la délivrance illégale d'autorisation des vaccins entre guillemets Covid-19, l'information trompeuse du public sur les principales caractéristiques de qualité et de risque de ces substances et l'omission de la surveillance des produits exigée par la loi ou d'un contrôle du marché adapté aux risques après l'autorisation. Enfin, le document diffusé précise également, je cite à nouveau, l'enquête pénale concernant les 6 parties civiles lésées, entre parenthèses blessures corporelles et un cas d'homicide, est menée par les parquets cantonaux respectifs du lieu de résidence de la personne lésée et jusqu'à présent, seul le parquet du canton de Berne a effectivement commencé à enquêter. Maître Cruz fait aussi part de son sentiment, je cite, en principe, il y a donc encore de l'espoir que le ministère public du canton de Berne, en tant qu'autorité désormais pleinement compétente, fasse maintenant avancer sérieusement l'enquête pénale, dans la mesure où il n'a pas encore fait jusqu'à présent. Fin de citation. Maître Cruz donne aussi quelques conseils aux ressortissants suisses qui seraient potentiellement concernés. Je vous laisse lire tout ça dans le courrier, qui se termine également par un appel au soutien financier de cette très importante procédure, avec un lien pour quiconque souhaiterait apporter une petite contribution. Je relayerai le post contenant ce courrier sur mon propre canal Telegram juste après la publication de cette capsule. En Espagne à présent, où le ménage se fait également petit à petit, le 20 décembre, le magazine Capital nous apprenait qu'un ancien haut dirigeant du FMI, un Espagnol nommé Rodrigo Rato, R-A-T-O, vient d'être condamné pour différents délits fiscaux par un tribunal de Madrid. Pour faire simple, cet ancien patron du FMI blanchissait son argent en Suisse et a pour cela écopé de 4 ans de prison et de 2 millions d'euros d'amende. Au total, il y avait 3 délits fiscaux, un délit de blanchiment d'argent, et un délit de corruption, précise de son côté la Tribune de Genève. L'article du site du magazine Capital précise, je cite, « L'homme âgé de 75 ans avait dissimulé 8,5 millions d'euros au fisc entre 2005 et 2015. Selon le parquet espagnol, il aurait utilisé plusieurs sociétés d'investissement basées en Irlande, au Panama et au Royaume-Uni pour ouvrir une multitude de comptes bancaires ouverts aux Bahamas, en Suisse, au Luxembourg, au Royaume-Uni et à Monaco. » Fin de citation. Rodrigo Rato, qui a été à la tête du FMI entre 2004 et 2007, a également été condamné à des amendes pour un total de plus de 2 millions d'euros et va devoir en plus payer au Trésor public la somme de 568 413 euros. Le parquet avait réclamé un total de 70 ans de prison, dont 53 pour les seuls délits fiscaux. Il s'en sort donc plutôt très bien, si on compare ce qu'il a reçu comme peine avec ce qui était requis par le ministère public, qui va peut-être d'ailleurs faire appel, ça je ne sais pas quelles sont ses intentions. Ce n'était pas la première condamnation de l'individu, puisqu'il avait déjà été condamné en 2018 pour différents détournements au préjudice des banques qu'il dirigeait. En France, une infirmière qui souffre d'une maladie auto-immune s'est vue octroyer une indemnisation de 62 000 euros par le tribunal administratif de Montpellier. La décision date apparemment du 9 décembre, mais n'est relayée dans la presse que depuis 2-3 jours.
La malade a manifestement vu sa vie complètement bouleversée, puisque l'article du Figaro, dont j'ai toutefois pas pu lire le texte complet, indique qu'elle est désormais cantonnée à son lit et à son canapé, alors qu'elle était auparavant très sportive. L'indemnisation est mise à charge de l'ONIAM et la partie d'article accessible à tous, malheureusement j'ai pas pu trouver la version complète de l'article, souligne que la plaignante estime que l'indemnisation est insuffisante. Il est donc possible qu'elle interjette appel, mais je n'en sais pas plus à ce stade, donc si je trouve d'autres informations, je les publierai sur mon canal Telegram. Enfin, en Belgique. Un médecin anesthésiste réanimateur avait saisi la Cour de cassation contre des décisions rendues à son encontre par le Conseil de l'ordre, puis le Conseil d'appel de l'ordre des médecins. Il lui était reproché d'avoir critiqué, notamment dans un article publié, les mesures sanitaires prises sous couvert de l'urgence. Son pourvoi en cassation était basé essentiellement sur l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire l'article qui consacre la liberté d'expression, ainsi que l'article 19 de la Constitution belge qui consacre exactement la même liberté. Cet article 10 de la Convention européenne consacre dans son premier alinéa le principe même de la liberté d'expression, sans ingérence d'autorité publique, et dans son second alinéa, il prévoit que certaines restrictions peuvent être apportées par les pouvoirs publics, tout le débat étant donc de savoir si l'urgence dite sanitaire constituait ou non l'une de ces situations dans lesquelles les pouvoirs publics pouvaient restreindre la liberté d'expression. La Cour de cassation belge dit notamment ceci, je cite, « Une autorité disciplinaire ne peut restreindre la liberté d'une personne d'exprimer un jugement de valeur dans un débat d'intérêt général où la certitude fait défaut qu'à la condition que ce jugement de valeur ne repose pas sur une base factuelle suffisante. L'autorité disciplinaire ne peut, pour l'examen de cette condition, substituer au jugement de valeur exprimé un autre jugement de valeur qu'elle estime préférable. Si l'autorité disciplinaire apprécie souverainement les faits, et donc la base factuelle suffisante ou non, la Cour de cassation contrôle notamment si elle a légalement déduit sa décision des faits constatés. » Fin de citation. En d'autres termes, la Cour de cassation examine si la décision rendue en appel par l'autorité disciplinaire était solidement motivée. Et elle rappelle également un enseignement important, je cite à nouveau. Par ailleurs, dans un débat d'intérêt général, la liberté d'expression ne saurait être limitée à l'exposé des seules idées généralement admises. Elle s'étend à la diffusion d'informations qui heurtent, choquent ou inquiètent dans des domaines où la certitude fait défaut. Fin de citation. C'est un principe qui est régulièrement rappelé par la Cour européenne des droits de l'homme et qui pourrait se formuler aussi de la façon suivante. On est libre de s'exprimer aussi lorsque le contenu de notre discours ne plaît pas. Viennent ensuite une série de reproches formulés à l'encontre de l'article qui avait été publié à l'origine par le médecin, de telle sorte qu'au fil de la lecture, on semble d'abord se diriger vers un rejet du pourvoi. Mais la Cour de cassation, je viens de le préciser, n'a pas à se pencher sur le fond des appréciations, mais sur la façon dont l'autorité disciplinaire a motivé sa décision. Or, précisément, à partir de ces considérations sur la structure de l'article publié, l'autorité disciplinaire en degré d'appel a justement fait valoir un autre jugement de valeur, qu'elle estimait préférable à celui du médecin, à savoir le fait que, je cite, « À l'époque des faits, la prévention du développement de l'épidémie était d'autant plus nécessaire qu'aucun vaccin n'était encore disponible et qu'à défaut d'un médicament antirétroviral suffisamment efficace, les traitements étaient loin d'être pleinement satisfaisants et que les effets de la maladie étaient particulièrement redoutables chez les patients en soins intensifs et en respiration assistée, la mortalité étant en effet de 30 à 50%. » Fin de citation. Ça, c'est donc l'argument de la juridiction d'appel disciplinaire qui est donc cité par la Cour de cassation. Or, cette argumentation ne suffit pas aux yeux de la Cour de cassation qui estime, je cite à nouveau, par ces motifs, par lesquels elle substitue au jugement de valeur exprimé par le médecin d'autres jugements de valeur, la sentence attaquée qui ne dénie pas que les bases factuelles sur lesquelles reposent les propos du médecin ne sont pas inexactes, n'a pu légalement décider que ces bases sont insuffisantes, partant que le droit du demandeur à la liberté d'expression ne fait pas obstacle à une sanction disciplinaire. Alors, pas de panique, je vous le refais en français parce que la Cour de cassation belge est championne toute catégorie des phrases à triple ou quadruple négation. Donc, en clair, ça donne ceci. L'autorité disciplinaire aurait dû démontrer que les données factuelles énumérées dans l'article du médecin étaient fausses. Elle ne l'a pas fait. Elle ne pouvait donc pas les déclarer insuffisantes, ces données factuelles. Dès lors, elle ne pouvait pas, sur cette base, limiter la liberté d'expression du médecin en substituant au jugement de valeur du médecin son propre jugement de valeur qu'elle estimait meilleur. Et en conséquence, le moyen de cassation, c'est-à-dire l'argument sur base duquel le pourvoi avait été déposé, fondé sur l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, était fondé et la décision de la Cour d'appel disciplinaire doit être cassée.
L'autorité disciplinaire est condamnée aux dépens de la procédure et l'affaire est renvoyée à l'autorité administrative disciplinaire d'appel, c'est-à-dire à la même juridiction mais avec d'autres magistrats, qui va devoir à présent soit mieux motiver sa décision si elle veut avoir une chance de ne pas l'avoir cassée à nouveau, soit éventuellement faire simplement droit aux demandes du médecin, c'est-à-dire débouter l'ordre des médecins des sanctions qui avaient été prononcées contre lui. Et donc, il va falloir que l'autorité disciplinaire se penche sur les données factuelles invoquées par le médecin et les conteste une par une, si toutefois elle y parvient. Donc, ça va dans le bon sens également. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, tenez bon et à bientôt. Au revoir.